Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire sur la partie crédit. Donc moi je suis Christophe Tapia, je suis le fondateur de Sony Asset Management. On va animer ce webinaire avec Kevin Gamero qui est le gérant du fonds Sony Eurocrédit Opportunité chez nous. Alors c'est un webinaire en termes de timing. On peut difficilement faire assez mieux, hein. Globalement, c'est assez incroyable ce qui se passe sur les taux aujourd'hui. On va évidemment détailler tout cela et vous apporter quelques éléments contextuels pour que vous puissiez avoir quelques éléments de réponse sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que la configuration sur le crédit, sur les taux souverains, enfin, il y a une configuration qui est assez historique et pour le coup, le mot est vraiment bien choisi puisque ce qui est en train de se passer est complètement historique. Maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, au-delà de qu'est-ce qu'on en pense, parce que bon, ce qu'on en pense, c'est un point, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, il nous semble, sur cette partie du crédit. On va essayer de faire ça en deux temps. D'abord, un élément un peu contextuel de là où on en est, et puis ce qu'on fera après, bien évidemment, on vous parlera de ce qu'on fait à l'intérieur des fonds et comment on gère tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la séquence, elle est très atypique et relativement complexe. On va passer assez rapidement sur cette partie-là, hein. Notre gestion chez Sony, vous la connaissez, deux fonds qui sont Sony Euro Stratégique et Sony Euro Crédit Opportunité. On pourrait également, dans cet univers-là, parler des fonds datés, mais on reprogrammera un webinaire sur les fonds datés. C'est un sujet dont on parlera également 2-3 minutes parce qu'on a lancé un agrément, un fonds qui va s'appeler Sony Opportunité 2025. Donc ça, ce sera aussi un élément sur lequel on pourra travailler. Mais l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait sur les marchés obligataires aujourd'hui. Et puis après, on reviendra sur la partie des OPCVM en vous donnant la différence entre euro stratégique et euro crédit opportunité, ce que vous pouvez attendre de chacun des fonds. Et bien évidemment, on va avancer là-dessus. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions voilà, sur le chat. On tâchera de répondre au fur et à mesure des éléments. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler parce que l'idée quand même, c'est que Kevin vous fasse un vrai point sur les marchés et qu'on vous dise un petit peu où on en est aujourd'hui et avoir un décryptage sur la séquence complètement dingue qu'on est en train de vivre sur le crédit aux États-Unis et en Europe. Voilà, Kevin, je te laisse la main. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais animer les 30-40 prochaines minutes de ce webinaire et on va se concentrer essentiellement sur trois choses. On va regarder dans un premier temps où en sont les marchés financiers et pourquoi on en est arrivé là. Ça me paraît être une question assez importante au regard de ce qui s'est passé là sur le premier semestre de l'année. Dans un deuxième temps, on va regarder dans quel état de santé se trouve le marché obligataire et notamment le crédit. Et enfin, on regardera comment est positionnée la gamme crédit chez Sony et j'essaierai de vous donner quelques perspectives de marché. Alors, on démarre avec le premier slide. Voilà. Donc, j'ai souhaité démarrer cette présentation en vous présentant ce slide-là parce que pour moi, il illustre pleinement le changement de paradigme dans lequel se retrouvent les marchés. Vous avez la courbe blanche qui représente l'évolution des dettes dans le monde qui évoluent en territoire négatif. Donc aujourd'hui, nous avons 1700 milliards de dollars qui sont en territoire négatif à date. Et c'est un niveau qui s'est substantiellement effondré depuis plusieurs mois. Nous étions, il n'y a encore pas si longtemps que ça, à 18 000 milliards de dollars de dettes en territoire négatif. Donc c'est un vrai changement de paradigme illustré par la remontée des taux de la courbe bleue et la courbe orange, qui sont respectivement le 10 ans allemand et le 10 ans américain. Et on voit que les taux nominaux que l'on a aujourd'hui sont sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis plusieurs années. Donc l'élément à garder en tête, c'est que nous avons une normalisation des taux actuellement. Alors certes, ça fait mal en mark-to-market parce que les performances depuis le début de l'année ne sont pas nécessairement très bonnes. Néanmoins, c'est très sain. C'est très sain parce que ça va nous permettre aujourd'hui de retrouver des niveaux d'intérêt sur la classe d'actifs obligataires qui vont nous permettre de construire des allocations avec une poche obligataire qui va prendre sans doute un peu plus de place que celle qu'elle pouvait prendre il y a encore quelques années. Le slide suivant, je vous présente si tu peux, voilà, merci.
Slide suivant. Donc là, c'est un panorama des performances depuis le début de l'année de nombreux marchés. Grosso modo, bon, les actions américaines sont en bear market. On est à moins 20 sur le SPI. Le Nasdaq corrige à moins 30. L'ensemble des classes d'actifs ont corrigé parce que même l'obligataire souverain qui est aujourd'hui à moins 15% nous a pas protégés. L'investment grade sur la partie crédit corporate est à aujourd'hui en temps réel à moins 14 et le high yield euro ou US est à moins 12 autour. Donc, l'ensemble des classes d'actifs ont corrigé. Il y a une recorrélation qui s'est mise en place entre les actions et les obligations et c'est quelque chose qu'on n'avait pas depuis plusieurs années. Alors, pourquoi on a des tels niveaux de performance négative actuellement? Bon, la boussole des marchés, c'est très clairement l'inflation. Ici, je vous présente l'inflation aux US. On est à 8,6 sur l'inflation totale, 6% sur l'inflation core. C'est des niveaux qu'on n'a pas eu depuis plus de 40 ans. Donc, c'est assez intéressant de voir que depuis plusieurs mois, quand on regarde les variations des composants du panier d'inflation, on constate qu'il y a une diffusion qui se met en place sur l'ensemble du panier d'inflation. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas uniquement une inflation liée à une appréciation du prix énergétique, par exemple. Je vous ai mis quelques exemples pour illustrer l'inflation aux US. Le prix des œufs a progressé de plus 32% sur un an, les boissons gazeuses plus 13%, le carburant automobile, qui est un élément très important, d'autant qu'aux États-Unis, on rentre dans la séquence que l'on appelle la driving season. Donc, il va y avoir une consommation de carburant automobile qui va être plus élevée sur les prochains mois, et le prix du carburant a progressé de plus 49%. Donc, ça va avoir un impact majeur sur la capacité à consommer des Américains. En Europe, pareil, même constat, on est sur des niveaux, si tu peux passer au slide suivant, Christophe, on est sur des niveaux d'inflation qui sont historiquement très élevés. On est à 8,1 sur l'inflation totale et 3,8 sur l'inflation core. Ce qu'il faut relever ici sur ce graphique-là, c'est que les raisons de l'inflation en Europe sont quelque peu différentes par rapport à celles des États-Unis. On a davantage une inflation qui est importée en Europe, avec une part énergétique qui est absolument substantielle dans la composition de cette progression d'inflation. Typiquement, le poste énergie progresse de plus 39% d'une année sur l'autre, et ce n'est pas quelque chose qui va se calmer à horizon visible, parce que le conflit ukrainien, enfin l'entrée de l'armée russe sur le territoire ukrainien va nous amener sur une pression inflationniste encore pour plusieurs mois sur la composante, par exemple, du gaz. Les raisons de cette inflation, alors moi je les compartimente en deux éléments. On a des éléments qui sont conjoncturels, qui sont liés à la crise sanitaire que l'on a connue depuis 2020. Il y a eu des dérèglements dans les chaînes d'approvisionnement qui se sont mises en place, qui ont été accentués par un choc de demande au moment de la réouverture des économies. Les gens se sont mis à consommer, donc il y a eu une impulsion majeure sur la croissance dans le monde, et on n'avait pas nécessairement tous les équipements nécessaires pour absorber ce choc de demande. Donc ça a créé des ruptures. L'exemple le plus frappant, c'est par exemple l'engorgement des bateaux dans les ports maritimes. Deuxième élément, on a des effets de base qui sont des vents dans le dos actuellement pour cette inflation. Sans doute qu'une partie de ces effets de base vont s'estomper sur la deuxième partie de l'année, mais ça ne nous amènera pas sur des niveaux d'inflation qui vont substantiellement reculer. On va rester quand même sur des niveaux assez élevés. Et en Europe, on a ce conflit Russie-Ukraine qui va avoir des impacts majeurs. Je pense notamment à l'hiver prochain, où les Allemands, lorsqu'ils vont souhaiter se chauffer au gaz, risquent d'avoir quelques problèmes sur la partie du prix gaz.
Et puis, on a des éléments beaucoup plus structurels qui visent à expliquer que l'inflation, même si elle rebaisse dans les prochains mois, ce qui est une hypothèse que l'on peut poser, mais cette inflation, et je vous l'avais déjà dit au mois de janvier lors du précédent webinaire, cette inflation, elle va rester structurellement plus élevée que les niveaux que l'on avait avant crise. Pourquoi ? Le socle qui est en toile de fond, c'est la transition énergétique. Le CAPEX green que vont devoir investir dans les entreprises va coûter de l'argent. Je ne suis pas certain que ce soit les entreprises qui prennent l'intégralité du coût des inputs sur leur marge. À mon avis, elles vont répercuter une bonne partie de l'inflation pour le renouvellement, par exemple, des outils de production green. Et c'est le consommateur final qui va payer ça. Je vous avais mis un graphique que je ne vous ai pas mis là, mais vous le retrouvez dans la présentation du mois de janvier, et qui montre que la demande de métaux comme le lithium, le cobalt ou encore le nickel va substantiellement progresser dans les années à venir, x4, x5, x7 en termes de demande, et ça va avoir un impact majeur sur les prix sous-jacents. Le deuxième élément qui nous amène à une inflation qui sera beaucoup plus structurelle, c'est le phénomène de déglobalisation. Au début des années 2000, on avait une ouverture du monde avec la volonté d'acheter le bien au meilleur prix possible. Je crois qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, une bonne partie de cet élément de mondialisation est remise en cause, et je pense qu'on peut parler aujourd'hui de déglobalisation. Les entreprises sont prêtes à régionaliser une partie de leur outil productif de manière à être certain que si demain, dans une situation extrême, type crise sanitaire, on soit en capacité de produire un peu plus au cas où il y a un problème. Et donc, je crois que ce phénomène-là qui se met en place est quelque chose qui va nous amener, ne serait-ce que sur le coût de la force de travail, sur des niveaux d'inflation plus élevés qu'avant la crise. On a le risque géopolitique également qui est majeur. Alors, ce risque géopolitique, il n'a pas démarré avec la crise en Ukraine. Il a démarré à l'époque des années de Donald Trump, où on parlait de guerre commerciale et de conflits sino-américains. Je crois que c'est quelque chose qui est plus profond, qui est en train de se mettre en place, avec deux mondes qui s'affrontent. On a les Occidentaux d'un côté avec les États-Unis et l'Europe, et en face, on a la Russie et la Chine. Et il est évident que ces deux mondes qui s'affrontent vont être générateurs de friction et d'inflation sur pas mal de prix de biens. Voilà. Et en toile de fond, on a ces effets de second tour avec la transmission vers les salaires. Alors en Europe, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie transmission prix-salaire qui est en place aujourd'hui, mais on voit que dans le secteur bien spécifique, tel que l'hôtellerie, les entreprises ont besoin d'augmenter leurs prix de manière à attirer de la force de travail. Ça, on le voit bien. On voit également qu'en Allemagne, par exemple, le prix du SMIC va augmenter de 22% à l'automne 2022. Donc, on voit quand même qu'il y a quelques signaux, mais ce n'est pas encore pleinement traduit dans les chiffres d'augmentation salariale à date. Néanmoins, et c'est le graphique que vous avez sous les yeux, aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, il y a une boucle prix-salaire qui est enclenchée. Aujourd'hui, on est sur une progression des salaires de l'ordre de 5,2%. Avant la crise, on était autour de 3. Donc, on voit qu'il y a une vraie dynamique qui est amorcée et qui va nous amener à un entretien d'une inflation élevée, peut-être pas sur les niveaux que l'on a aujourd'hui à 8,6, mais sur des niveaux peut-être à 4 ou à 5 à horizon moyen terme. Alors, face à cette inflation qui est extrêmement puissante, les banques centrales apportent une réponse qui est très forte. L'ensemble des principales banques centrales dans le monde, d'ailleurs, sont en train de durcir le ton. Elles le font au travers de deux outils. Le premier outil, c'est sur le travail dans le bilan, c'est-à-dire que le bilan a énormément progressé. Il arrive sur un plateau et désormais, on rentre dans une séquence de quantitative tightening, c'est-à-dire un abaissement graduel de la taille du bilan des principales banques centrales. Premier outil. Deuxième outil, les taux. La Fed, mercredi, a augmenté ses taux directeurs de 0,75%. Ici, vous avez sous les yeux les dot plots. Alors, les dot plots, c'est quoi? Ce sont les projections données par les membres du FOMC sur le niveau
de taux directeur qui serait atteint à fin 2022, fin 23 et fin 24. Si on regarde en fin 2022, on voit que la majorité des membres du FOMC s'attendent à ce que le taux directeur arrive à 3,40%. 3,40%, juste pour vous donner un peu de couleur, ça veut dire qu'implicitement, il va y avoir une remontée, selon les membres du FOMC, de l'ordre de 175 points de base que l'on va constater au cours des 4 prochains meetings de la Fed d'ici à la fin de l'année. 175 points de base, 4 meetings, ça veut dire un rythme de durcissement des conditions monétaires qui va rester encore très élevé sur les prochains mois. Il ne faut pas se leurrer. Bon, ceux qui pensent, et je préfère le dire maintenant, mais je l'avais déjà dit au mois de janvier, ceux qui pensent qu'on peut avoir une inflation très élevée, un durcissement dans le discours et dans les actes des banques centrales sans que cela affecte la croissance, ces personnes-là se trompent. Je pense que fondamentalement, la croissance va à minima ralentir. Et c'est le slide suivant, je vous présente les perspectives de croissance données par le FMI qui datent du mois d'avril. Ça n'englobe pas, par exemple, pour la zone euro, l'enlisement du conflit Russie-Ukraine, par exemple. Mais si on reste sur la base des chiffres donnés par le FMI au mois d'avril, moi, ce que je remarque, c'est qu'en zone euro, bon, partout dans le monde, de toute façon, la croissance est attendue en ralentissement en 2022 par rapport à 2021. Bon tact. Mais en zone euro, par exemple, on est à 2,8 attendu par le FMI. Je ne serais pas surpris que ça soit révisé à la baisse compte tenu de l'enlisement en Ukraine. Mais 2,8, quand on sait que l'acquis de croissance que l'on avait en début d'année en Europe était de l'ordre de 2,2, 2,5, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir au T2, T3, T4 potentiellement une croissance trimestrielle nulle en Europe, de l'ordre de 0. Et donc, il ne faut pas grand-chose pour que la mécanique soit grippée et que l'on obtienne une récession à minima technique en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas, puisque les mécanismes de marché sont plus solides. Mais quand on regarde les prévisions de 2023, on voit quand même que le FMI anticipe une croissance qui sera plus de 2 fois moins importante en 2023 par rapport à 2021. Donc il va falloir naviguer dans un environnement où la croissance va mollir. Et c'est le slide suivant. Le scénario de la stagflation, j'en parle depuis plusieurs mois, je pense qu'elle gagne en crédibilité. La vraie question centrale, et on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être un ralentissement plutôt doux de la croissance ou est-ce que ça va être plutôt une récession dure? Je n'ai pas la réponse, mais moi, quand je regarde ici le graphique qui donne des indicateurs avancés de type ISM, manufacturier et non manufacturier, aux US, Europe et en Chine. Moi, ce que je constate quand même, au regard de ce graphique-là, c'est que depuis le début de l'année, je vois ces indices ISM qui sont en train de baisser. Alors certes, on est sur des niveaux absolus qui sont très élevés. Ils sont très élevés, pourquoi? Parce qu'on a eu un effet boule de neige lié à la réouverture des économies fin 2020 et toute l'année 2021 qui nous ont amenés sur des niveaux qui étaient historiquement très hauts, à 60, 65 sur les ISM, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais connus. Aujourd'hui, on est à 55 autour aux États-Unis. Je ne serais pas surpris de voir ces ISM au fil des mois à venir tendre vers les 50. Pareil en Europe. Je ne serais pas surpris de voir un 50 ou même un indicateur négatif sur les 12 prochains mois. En Chine, c'est un peu particulier. On est déjà sous les 50. Ça s'explique essentiellement par la politique de start and stop que l'on connaît en Chine, avec des confinements, par exemple, à Shanghai, des réouvertures, et donc une économie qui fonctionne un peu en mode alternatif, sur courant alternatif. La Chine, je fais juste une petite parenthèse, on n'est pas du tout dans le même cycle de resserrement monétaire. La Chine a davantage de flexibilité sur sa politique monétaire. Elle peut travailler pour donner davantage de liquidité et le transmettre au sein de l'économie. Pas sûr que ça fonctionne très bien, d'autant qu'on est quand même dans une année de réélection pour Xi Jinping à la fin de l'année. Probablement que les datas vont être monitorées et qu'on va chercher à sortir une croissance en Chine autour de 5%, mais il ne faudra pas se leurrer. Le consommateur chinois reste déprimé et il ne faudra pas se laisser emporter par le niveau de réouverture des économies qui pourrait nous amener sur des indicateurs ISM plus élevés en Chine sur les prochains mois. Ça serait pour moi pas nécessairement structurel.
Alors maintenant qu'on a posé les jalons de la macroéconomie, on va regarder dans un deuxième temps dans quel état de santé se trouve le marché obligataire et notamment le marché du crédit. Alors là, je vous présente ici l'évolution de la performance du high yield européen par bucket de duration. Ce que l'on constate très clairement, c'est que le risque de taux a pénalisé la classe d'actifs du high yield européen depuis le début de l'année. Si je regarde le panier avec des maturités à 7 ans ou plus, on voit que la performance est de l'ordre de moins 20%, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui des marchés actions européens, grosso modo. Par ailleurs, si je regarde plutôt des durations courtes, le bucket 1-3 ans, on voit qu'on est sur une performance certes négative, mais beaucoup moindre, de l'ordre de moins 5%. Donc c'est le risque de taux qui a pénalisé depuis le début de l'année la classe d'actifs du crédit. S'agissant du risque de crédit, pour le moment, il n'y a pas d'événement de défaut en Europe, ça c'est clair. On est sur des niveaux qui sont historiquement très bas. Moody's anticipe une remontée de ce taux de l'ordre de 2,5% à horizon 12 mois. Je suis assez en ligne avec ce que peut dire Moody's. Je pense même d'ailleurs que les taux de défaut vont remonter probablement autour des 3% qui correspondent à la moyenne historique des 30 dernières années. Cela étant dit, cette remontée de défaut n'est pas à percevoir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de sain. Puisqu'on renormalise l'environnement de taux, il est tout à fait logique que les taux de défaut remontent et que les spreads de crédit s'écartent. C'est sain. C'est sain parce que ça va nous permettre aujourd'hui de pouvoir remettre du risque dans la classe d'actifs obligataires avec des coussins en termes de rendement beaucoup plus élevés. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Toujours s'agissant du risque de crédit, ici, je vous présente l'évolution de l'ITRAX crossover. Alors, c'est quoi l'ITRAX crossover? C'est finalement le coût du CDS pour se prémunir d'un risque de défaut sur un panier de titres. Alors, ça bouge très vite ces derniers jours. On n'est plus vraiment à 526, on est plutôt autour des 550. Mais globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si on retire l'épisode du Covid, où on était monté sur des niveaux à 700, aujourd'hui, le dérivé de crédit crossover est au plus haut depuis 10 ans. La dernière fois qu'on avait des niveaux comme ça sur les CDS, c'était au moment de la crise des dettes périphériques en 2011-2012, donc ça fait 10 ans. Sans doute qu'il y a, dans le pricing de ce CDS, un scénario worst case sur les défauts, avec peut-être un scénario à 8 ou 9% de défauts. Je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Je pense qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles qui sont déjà pricées dans les CDS actuels. On peut aller plus haut, certes, parce qu'il y a énormément de volatilité, mais globalement, on a quand même atteint des niveaux qui sont censés quand même être des indicateurs pour, à minima, regarder la classe d'actifs du crédit. D'autant que, d'un point de vue fondamental, et les 3 prochains slides que je vais vous présenter, on va parler un peu plus des fondamentaux des entreprises. Ici, sur ce slide-là, on va regarder la sensibilité taux sur la structure opérationnelle des entreprises. Quand je parle de structure opérationnelle des entreprises, on va regarder comment se déforme le ratio d'interest coverage dans les boîtes. Alors, c'est quoi le ratio d'interest coverage? C'est le ratio EBITDA sur intérêt. En d'autres termes, c'est combien de fois ma charge d'intérêt est couverte par ma génération d'EBITDA. Bien sûr, plus le niveau est élevé, mieux c'est. Et ce que l'on constate ici, c'est que dans une hypothèse où les taux remonteraient de 400 points de base, eh bien, le compartiment des B3, c'est-à-dire le compartiment des B- en équivalence Standard & Poor's, verrait son ratio d'interest coverage se dégrader, mais dans des proportions tout à fait digérables, puisque finalement, dans un scénario de remontée à 400 points de base, on perdrait 0,5 tours de levier sur le ratio d'interest coverage pour un émetteur B3. Donc, c'est relativement modéré. Pourquoi il y a peu d'impact sur la structure opérationnelle liée à cette sensibilité taux? Parce que 3/4 du gisement du high yield en Europe, il se fait avec des dettes dont l'intérêt est à taux fixe ou bien à taux flottant, mais hedgé. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui est intéressant. Le deuxième élément qui est intéressant,
concerne le bilan. En fait, les bilans dans les émetteurs de notre gisement européen à haut rendement sont plutôt bons. Ils sont plutôt bons parce qu'on a eu des politiques monétaires et budgétaires qui se sont accordées au moment de la crise du Covid pour sauver les meubles, éviter que les taux de défaut explosent à la hausse. Et donc, on a mis en place énormément d'outils pour protéger le cash. Typiquement, en France, on a eu les PGE. Bon. Aujourd'hui, quand je regarde, et c'est la courbe verte de ce graphique-là, ça nous donne le pourcentage d'entreprises qui présentent une liquidité insuffisante. Aujourd'hui, on est à 7% dans le gisement du high yield européen. On est sur des niveaux très faibles qui correspondent d'ailleurs au niveau qu'on avait avant la crise. Donc globalement, les bilans sont plutôt sains. Le leverage, on est entre 4,5 et 5 fois en moyenne dans le gisement du high yield. On est sur des niveaux de 2019. Et on a du cash. Donc ça, c'est quand même un deuxième élément rassurant quand on regarde la classe d'actifs du crédit. Et le dernier élément fondamental, quand on regarde les capitales structures des entreprises, c'est le mur de la dette. Aujourd'hui, et c'est fondamentalement différent par rapport à ce que l'on pouvait avoir typiquement au moment de la crise au quatrième trimestre 2018, où on avait un mur de la dette qui était beaucoup plus proche. Aujourd'hui, le mur de la dette sur le high yield européen, il est en 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas nécessairement de besoin de venir se refinancer au travers du marché primaire. De toute façon, le marché primaire, il est totalement atone, très faible sur le compartiment du high yield depuis le début de l'année, avec cette remontée des spreads et puis cette remontée finalement des risques. Il n'y a pas de besoin de refinancement, donc on peut attendre. Et donc, de toute façon, les cycles économiques, les vérités sont successives et donc la vérité du moment peut être le contraire dans 2 ou 3 ans. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de pression pour refinancer. Et peut-être que les entreprises, quand elles viendront se refinancer en 2024-2025, elles auront des conditions de marché qui ne sont pas si dégradées que cela. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, à court terme, il n'y aura pas de refinancement, il n'y a pas de risque que ça implose. Il faut faire très attention sur les maturités qui arrivent à échéance en 2023. Il faut être extrêmement sélectif et éviter les canards boiteux. Voilà pour la photographie sur la classe d'actifs du crédit. Alors, s'agissant de la gamme crédit chez Sony, bon, globalement, nos vues aujourd'hui ne sont pas singulièrement différentes de celles qu'on avait en janvier. C'est-à-dire que sur la partie macroéconomique, on dit toujours que l'inflation, elle va rester structurellement plus élevée qu'initialement escompté. Les banques centrales vont devoir réagir et le cocktail de ces deux éléments va avoir un impact significatif malgré tout sur la croissance. Il ne faut pas se leurrer. Ça, je vous l'avais déjà dit au mois de janvier et je reste convaincu que c'est toujours d'actualité. Warning en Europe, je pense que l'hypothèse d'une récession au cours des prochains mois en Europe gagne en probabilité. Peut-être au T3 ou au T4. Voilà pour la partie macro, ça n'a pas changé par rapport à janvier, on est toujours là-dessus. Sur la partie fondamentale, je reste convaincu, alors si tu peux revenir sur le slide précédent, Christophe, s'il te plaît, sur la partie fondamentale, donc le bloc du milieu, je pense toujours qu'il faut rester très sélectif. Il faut éviter les lean duck, les canards boiteux. Prudence sur les guidance que peuvent donner les managements au cours de la publication trimestrielle qui arrive au mois de juillet. Je ne serais pas surpris de voir des managements qui révisent à la baisse leur guidance. On a déjà vu quelques signaux en ce sens aux États-Unis ces dernières semaines. Donc, ça peut générer de la déception, ça peut générer encore une petite jambe baissière sur les marchés, mais globalement, gardons en tête quand même que les fondamentaux restent globalement satisfaisants. Et enfin, sur la partie impact marché, bon, ça n'a pas non plus substantiellement changé par rapport à janvier. On est toujours négatif sur les taux nominaux. Prudence à court terme parce que voilà, il y a un rééquilibrage qui a besoin de s'opérer sur les marchés. Là, on rentre dans cette nouvelle normalisation. Les taux négatifs, ce n'était pas normal. Là, on rentre sur un univers qui est beaucoup plus classique, logique. Donc, prudence à court terme, il peut y avoir encore de la volatilité. Il y a certains marchés qui sont en train de dégonfler assez sévère. Je pense notamment aux crypto-monnaies, typiquement le Bitcoin qui est à moins 55 depuis le début de l'année, le Nasdaq qui corrige avec énormément de titres dans le Nasdaq dont la valorisation était essentiellement le fruit d'une valeur terminale très élevée.
du fait de ces taux-là. Maintenant que les taux remontent, effectivement, la valeur terminale est beaucoup moins forte et donc ça pénalise la valorisation. Donc attention, il y a des bulles qui sont en train de se dégonfler. Il y a pas mal de mauvaises nouvelles qui sont déjà bien intégrées dans les cours, à mon sens. Les hausses des spreads, on l'avait dit, c'est toujours d'actualité. À court terme, il va y avoir de la volatilité, c'est évident. Et puis les actions ont baissé. Je pense que ça peut encore baisser un peu plus bas. Peut-être que le catalyseur peut être justement la révision des guidance, peut-être au cours de la publication du T2. Sur la gamme, alors, euro stratégique, donc vous connaissez tous ce fonds, fonds géré historiquement par Jacques Cannat. Le fonds est géré au travers de 3 poches, une poche au rendement, une poche hybride corporate, une poche de titres défensive. Aujourd'hui, la photographie du fonds, si tu peux passer au slide suivant, Christophe, elle est assez claire. Hein. Jacques est en sensibilité très courte. On est à 2,1 sur euro stratégique, donc c'est très court. On a un taux actuariel qui commence à ressembler à quelque chose, très honnêtement. On est au-dessus de 6%. Et on a un équilibre sur les 3 poches avec effectivement une composante un peu plus marquée sur la poche hybride corporate. Mais disons qu'aujourd'hui, sensibilité courte, on commence à avoir du taux. Euro stratégique commence à, je pense, à avoir quelques éléments qui peuvent peser dans la balance quand on regarde le fonds dans une perspective d'investissement. Sur la performance, la performance d'euro stratégique sur un environnement, sur une durée temporelle assez longue, Jacques fait le taf globalement, puisqu'on est sur une performance annualisée à plus 3,7%, ce qui est plutôt pas mal, je pense, au regard, par exemple, de la catégorie Cantalis dans laquelle se trouve le fonds. S'agissant de Sony Eurocrédit Opportunité, alors pour reposer le contexte, moi je suis arrivé en 2018, j'ai repris la gestion du fonds au début de l'année 2019, donc aujourd'hui le fonds il est positionné au travers de 4 logiques, 4 piliers. On a un pilier défensif, un pilier de stratégie de valeur relative, qui peut être soit un travail sur les secteurs, soit un travail directement au sein de la capital structure d'un émetteur, en allant chercher un emprunt subordonné par rapport à un emprunt senior parce que le pick-up de rémunération est intéressant. On a un 3e pilier qui concerne les situations spéciales. Donc là, c'est typiquement mon track record, mon historique sur l'univers du distressed qui parle ici dans ce pilier-là. Hein. C'est d'ailleurs l'ADN core du fonds. Et puis, on a un 4e et dernier pilier qui concerne les thématiques de marché en essayant d'aller se positionner sur des thématiques porteuses à moyen-long terme. En termes de performance, donc moi, j'ai repris la gestion début 2019. On va dire que l'année 2019, ça a été une année de transition pour le fonds où j'ai commencé à le repositionner, à le remodeler selon mes convictions et selon l'allure que je souhaitais donner pour la progression de la VL du fonds. Je pense qu'à partir du T4 2020, toute l'année 2021 et encore aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année 2022, je pense qu'on est en train de récolter les fruits du travail que j'ai implémenté en 2019. Le track record sur 3 ans est tout à fait honorable à mes yeux. On est dans le premier décile de notre catégorie. Ça a d'ailleurs été récompensé récemment par Cantalis avec une 5e étoile. Sur la photographie du fond, je trouve que ce graphique-là, il est assez important parce qu'il montre qu'on a quand même anticipé ce qu'on est en train de vivre. Pour vous refaire très rapidement l'histoire, 2020, j'étais à la suite de l'effondrement des marchés financiers au mois de mars, de plus en plus constructif sur la classe d'actifs dans la mesure où on a vu un agissement de concert entre les politiques monétaires et budgétaires. J'étais full risque. Ça se traduit typiquement en juin 2021 sur la photographie. J'avais 77% du fonds qui était exposé sur des émetteurs single B et triple C. J'étais full risque. Bon. À l'été 2021, j'ai quand même changé mon fusil d'épaule parce qu'on commençait à parler d'inflation. Je ne comprenais pas trop pourquoi on parlait d'inflation transitoire alors ce n'était pas étayé. Voilà, en regardant les composants d'inflation, je me disais, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer et on ne pourra pas rester avec des niveaux bas
et une accommodation monétaire telle qu'on était au cours de 2021. Et donc, j'ai commencé à réarticuler le portefeuille de manière à lui donner davantage de granularité en termes de lignes de portefeuille et lui redonner davantage de qualité en termes de rating inscrit, exposé dans le fonds. Ce qui se traduit aujourd'hui par une remontée assez marquée de la poche violette foncée, qui concerne les positions BB ou investment grade. Aujourd'hui, à date, à ce matin, j'ai 40% du fonds qui est exposé sur des émetteurs BB ou investment grade. Donc, j'ai remonté quand même massivement cette poche. Je n'ai pas vocation à aujourd'hui, avec les éléments que je vous ai exposés, les éléments qui sont à ma disposition, je n'ai pas nécessité à aller plus loin que les 50%, je pense, d'exposition sur les BB investment grade. Pourquoi ? Parce que les niveaux de spread que l'on a aujourd'hui, à partir du moment où on sait être sélectif, à partir du moment où on sait aller chercher les bonnes idées, ce n'est pas ça qui manque actuellement, pour être très honnête. Je pense qu'on peut travailler la catégorie des single B en allant chercher de la richesse en termes de taux et avec des papiers qui sont suffisamment convexes, c'est-à-dire qui ont beaucoup baissé et dont le potentiel de baisse est plutôt limité, mais l'appréciation à horizon moyen terme est très claire. Sur la photographie de Sunny Eurocrédit Opportunité, alors, on est sur une sensibilité aujourd'hui à 2,8. Si vous reprenez la presse du mois de janvier, j'étais à 1,7. Donc, j'ai remonté la sensibilité du fonds. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai profité des trous d'air de marché que l'on connaît depuis le début de l'année. Ce n'est pas ça qui manque. Donc, j'étais très actif fin février, début mars. J'étais très actif en avril. Je suis très actif actuellement, notamment sur les BB, mais pas que. Et ça se traduit dans le taux de rendement embarqué du portefeuille, même si je ne le gère pas en taux. Je vous, d'ailleurs, présente ici, je ne vous présente pas un taux à maturité, je vous présente un taux dans la pire configuration possible, le yield to worst. On est à 7,50 sur la photo, mais en réalité, on est quasi à 8 aujourd'hui en temps réel avec la journée d'hier. Donc, à 7,88% de taux au worst, je commence à être relativement confortable pour présenter ce fonds-là et vous dire peut-être que vous devriez vous poser la question d'augmenter la poche obligataire dans votre construction de portefeuille pour vos clients finaux. L'obligataire doit revenir et doit prendre un peu plus de place. Le crédit, oui. Et peut-être que Sunny Eurocrédit Opportunité, du fait de son track record depuis 3 ans, du fait qu'il ait préempté pas mal de sujets, du fait qu'il soit calibré pour l'environnement actuel et du fait que l'on ait 8% de taux, c'est peut-être le bon moment pour ceux qui sont prêts à accepter un peu de volatilité à court terme. C'est peut-être le bon moment pour entrer dans le fond avec une logique de moyen terme. S'agissant de la sensibilité du fonds sur le risque de taux, très rapidement, c'est un exercice que je vous avais déjà présenté dans le cadre du webinaire de janvier. Sunny Eurocrédit Opportunité aujourd'hui, il peut absorber des remontées de taux et des remontées de taux très importantes. Si on prend l'hypothèse 3, où on parle d'une hausse de 200 points de base des taux souverains, eh bien le fonds, à horizon 1 an, grâce à son carry finalement et à sa sensibilité faible, le fonds serait en capacité de réaliser une performance nette de frais de gestion fixe positive, flat plus, on va dire, entre 0 et 0,50 si je ne fais rien et si on reste toutes choses égales par ailleurs. 200 points de base de remontée des taux en plus du mouvement que l'on a aujourd'hui. Donc, je suis suffisamment à l'aise sur cette notion de risque de taux au sein du portefeuille. Concernant le risque de crédit, c'est également un slide que je vous avais présenté, que j'ai remis à jour naturellement. Aujourd'hui, le fonds, il est calibré pour enregistrer 3 fois plus de défauts que ce que Moody's, par exemple, anticipe à horizon 12 mois. Donc, l'hypothèse numéro 3, si je fais une performance médiocre, une sélection de dossiers totalement médiocre, en faisant 3 fois plus de défauts que le bêta de marché, eh bien, à horizon 1 an, en prenant l'hypothèse d'une recovery moyenne de 42%, le fonds, au bout d'1 an, fera quand même une performance positive du fait de
son taux de rendement embarqué. C'est quand même une notion, je trouve, qui est importante, confortable et qui peut rassurer quand on regarde le fond et qu'on se pose la question sur les risques de défaut, sur le risque de crédit. Alors, les 4 moteurs de performance, donc je vous donne quelques exemples. Sur la poche rendement, donc une poche défensive où on vient embarquer du carry sur des beaux noms. Je vous ai mis l'exemple de Belden et de Solvay. Bon, Belden, on est sur une boîte américaine qui offre des solutions informatiques à destination des industriels. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est de la connectique pour les réseaux, pour la 5G, pour les data centers. On est donc sur des tendances séculaires au sein de ce business chez Belden. On a eu une révision à la hausse des guidance données par le management avec une anticipation de croissance du chiffre d'affaires pour 2022 de l'ordre de 8 à 10%. C'est assez rare et assez confortable pour le souligner. J'ai commencé à construire une position sur Belden avec une exposition sur le titre 2028 qui offre plus de 6% de rendement. C'est une position que je vais continuer à renforcer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je vais accompagner cette remontée des taux pour remettre une position un peu plus importante au sein de Belden. Arbitrage de valeur relative, il y a Banijay qui est un producteur de contenu audiovisuel qui est en train de se faire racheter par un SPAC. Autostradé, qui est une belle histoire, c'est déjà un exemple, me semble-t-il, que je vous avais donné lors de ma précédente intervention. Et je vous avais dit en janvier, Autostradé, je ne le rends pas nécessairement pour le taux, je le rends plus pour l'histoire qui est liée à cette boîte-là. C'était une boîte qui était notée W-, qui est en train de se faire racheter par la Caisse des dépôts et consignations italienne. Et donc, je vous avais dit, ce W-, il doit se matérialiser plutôt en une notation investment grade. Standard & Poor's, fin mai, m'a donné raison, puisqu'ils ont noté Autostradé triple B-. Ils l'ont passé en catégorie IG. On vient donc de prendre 3 crans de rating. Je pense que c'est une histoire qui est pas mal à raconter à vos clients et qui illustre bien la gestion active et la souplesse que l'on peut avoir au sein de ce portefeuille. Les situations spéciales, c'est l'ADN central du fonds. Sirza et Atalian, 2 grosses positions, 2 grosses convictions au sein du portefeuille. Sirza, on est sur une boîte de gaming en Espagne qui profite à fond depuis 2021 de la réouverture des économies et du fait que la mobilité des personnes soit beaucoup moins restreinte. Sirza n'a pas de problématique de consommation forte d'énergie, n'a pas de problématique de capex important à réaliser. Donc, on est aujourd'hui sur une boîte qui enregistre une top line, un chiffre d'affaires qui croît significativement avec le retour des personnes dans les casinos. Et on est sur une boîte qui donc dégage énormément de free cash flow, 33 millions d'euros dégagés au premier trimestre 2022 de free cash flow, 33 millions d'euros. Ça veut dire qu'on va être sur une séquence de réduction des métriques financiers chez Sirza. Donc, c'est une grosse conviction. Je la joue au travers d'un emprunt très court, décembre 2023, et au travers d'une obligation un peu plus longue d'horizon 2025, mais extrêmement subordonnée, mais sur lequel j'ai un niveau de rendement autour de 13-14%. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis pleinement rémunéré. Si je regarde le couple rendement-risque de cette Sirza, je suis très confortable. Atalian, pareil, on est dans un leader européen dans les services de nettoyage. C'est une boîte qui fait l'objet d'un aspect spéculatif depuis plusieurs semaines. La presse financière évoque un éventuel rapprochement d'Atalian avec un acteur britannique pour essayer de donner une taille critique au nouvel ensemble de manière à grappiller quelque part de marché. Donc également une belle histoire. On est sur des niveaux de rendement à 15%. C'est vraiment... Aujourd'hui, on est vraiment dans une configuration de marché qui est assez idéale. Ce n'est pas ce que je disais au mois de janvier, je disais plutôt prudence. Là, aujourd'hui, il est difficile pour moi de ne pas dire qu'on commence quand même à retrouver des niveaux assez importants. Et Sirza et Atalian sont des exemples pour moi qui font beaucoup de sens. Et sur la partie thématique, donc des tendances de moyen terme, depuis en fait le T3 2021, voyant l'inflation du prix des commodités, notamment le pétrole, j'ai commencé à construire des positions sur le secteur énergétique.
Alors, je le fais essentiellement sur des majors, sur des grosses boîtes pétrolières qui sont notées d'ailleurs en termes de notation maison mère investment grade. Et je construis une position. Alors, j'essaie de le faire avec des emprunts subordonnés de type hybride corporate au sein de Sony Eurocrédit Opportunité. Il y avait très peu d'hybride corporate dans Eurocrédit Opportunité. On devait peut-être avoir 4 ou 5% il y a un an. Aujourd'hui, je suis à 13%. La progression de cette poche hybride corporate, elle se fait essentiellement au travers du secteur énergétique, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver une rémunération à 4, 5, 6% de rendement sur le call pour ces emprunts subordonnés, sur des entreprises qui vont avoir le vent en poupe d'un point de vue opérationnel, parce que le prix des sous-jacents est très bien orienté. Donc, je n'ai pas vocation à grossir. Je pense que 13, 15% grand maximum, c'est un niveau qui fait beaucoup de sens pour les hybrides corporels, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a de la valeur à se réintéresser à cette classe d'actifs. Je le fais au travers de l'énergie, ça s'inscrit pleinement dans ma thématique du fonds. Alors, les perspectives, le slide boule de cristal. Je me suis dit que le meilleur moyen pour moi de vous expliquer un peu mon sentiment sur les perspectives des prochains mois, c'était de vous illustrer mon propos par le graphique d'évolution des spreads. Et ici, vous avez l'évolution des spreads du high yield européen par rating. Le bleu concerne le double B, le blanc, on est sur du B, et le orange, c'est le triple C. Bon, déjà, sur un historique relativement large, la première chose que l'on peut dire, c'est que les niveaux de spread que l'on enregistre aujourd'hui sont des niveaux historiquement très élevés. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On est déjà avec beaucoup de vents contraires qui ont été absorbés dans ces spreads-là. Je pense que le positionnement à avoir, et moi je donne une vue, c'est une boule de cristal à 3-6 mois, pas plus. Moi je ne peux pas voir plus loin, je suis désolé, mais disons à horizon fin d'année, je pense qu'il faut, sur le gisement obligataire en général, il faut rester encore négatif sur le souverain. Parce que je pense que les taux peuvent encore remonter en Europe. On est, par exemple, pas du tout sur le même cycle de resserrement monétaire en Europe par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, on est beaucoup plus avancé sur ce cycle-là. Donc, je pense qu'il y a encore des mauvaises nouvelles à attendre sur les taux européens souverains. Donc, je resterai plutôt négatif. Sur le crédit, et plus spécifiquement le crédit investment grade, je considère qu'on retrouve de la valeur sur les emprunts IG à duration courte. Typiquement, j'ai rentré du Louis Dreyfus dans Eurocrédit Opportunité. Je suis à 3,52 taux sur un emprunt qui mature en 2025 sur une boîte triple B- qui est peu exposée à la Russie et à l'Ukraine et qui va profiter de la hausse du prix du blé. On trouve de la valeur désormais sur l'investment grade court terme. Sur l'investment grade un peu plus long, je suis neutre encore actuellement parce que comme on embarque énormément de sensibilité taux dans l'IG long terme et que je pense que tout le mouvement sur la hausse des taux en Europe n'est pas encore pricé, je resterai neutre. Concernant le high yield, aujourd'hui, sur les durations courtes, 2024, 2025 et quelques 2026, on a de la valeur à s'exposer aujourd'hui. Pour peu que l'on accepte de la volatilité à court terme, parce que je ne sais pas si on a atteint les points bas, mais ce qui est évident, c'est que le risque que l'on prend à se réexposer à des émetteurs à 5, 6, 7 de taux avec des durées de vie qui sont relativement courtes, c'est-à-dire 3 ans, avec des bilans qui sont bons, des boîtes, en étant très sélectif. Il faut être sur de la gestion active, à mon sens. On ne peut pas faire de la gestion passive là, parce qu'il va y avoir quand même une remontée des taux, et puis il va y avoir la nécessité de trier le bon grain de livret. Mais des échéances courtes sur le high yield, je pense que ça fait du sens. Et avec une vue à moyen terme, toujours avec cette logique de s'extraire de la volatilité court terme, mais dans une logique à moyen terme, je suis beaucoup plus constructif sur la classe d'actifs aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que je disais au mois de janvier. Au mois de janvier, je disais prudence. On était vraiment très défensif dans un Eurocrédit Opportunité, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de remettre du risque. On est à quasi 7,50, 8 de taux. On commence à avoir des éléments et des signaux favorables pour se réintéresser, je pense, à un fonds tel que Eurocrédit Opportunité dans vos allocations. Kevin, merci. C'était
évidemment passionnant. J'espère que vous avez appris plein de choses. Alors, juste un petit point sur la gamme Sony avant de répondre à l'ensemble des questions, parce qu'elles sont nombreuses. On va essayer de faire relativement vite. Juste pour faire un point de là où on en est aujourd'hui, puisque ce que vient d'expliquer Kevin sur le crédit montre qu'on a quand même pas trop mal vu ce qui était en train de se passer. On l'a également bien vu sur les autres fonds de la gamme, hein, que ce soit sur la partie de notre fonds patrimonial, donc Sony Patrimoine 2.0, qui a des pertes depuis le début de l'année qui sont, on va dire, plutôt bonnes, hein, parce que quand on fait plus 8,5, enfin plus de 8,90 en 2022, voilà, ça nous place deuxième ou premier, enfin en fonction des différents classements, mais en tout cas, c'est une performance qui est très satisfaisante, où là, évidemment, on va faire des choses qui ne sont pas que des choses longues. Donc c'est un outil qui a très bien fonctionné, qui continue très bien de fonctionner dans cet univers où beaucoup de classes actives sont corrélées entre elles. C'est vrai qu'aller chercher une gestion un peu décorrélante, en tout cas, c'est ce qu'on a cherché à faire autour de Sony Patrimoine 2.0. Ça a quand même beaucoup de sens. Et puis sur la partie des actions, pareil, mais hier a très bien travaillé, que ce soit sur Sony Recovery ou sur Sony Manager. Alors après une séquence 20 et 21 qui a été assez exceptionnelle, la séquence 2022, finalement, elle n'est pas si moche parce que quand on fait entre moins 5 et moins 10 en 2022 sur les actions, vu l'état du marché, ça veut dire qu'on a plutôt très bien travaillé. Donc globalement, l'univers a été plutôt bon, que ce soit sur le crédit, que ce soit sur la partie globale macro ou sur la partie des actions, on a plutôt très bien travaillé. Et en tout cas, les vues qu'on a aujourd'hui sont des vues, comme disait Kevin tout à l'heure, qu'on avait déjà déployées depuis juillet 2021. Donc, ça a été un peu long avant que les choses se déroulent, mais en tout cas, quand vous regardez les différentes interviews, que ce soit les différents webinaires de Kevin, les interviews d'Étienne de Marsac qui gère Sony Patrimoine 2.0, tout ce qu'on est en train de vous raconter, on l'avait déjà identifié, donc c'est aussi pour ça que les performances sont bonnes aujourd'hui et que ça fonctionne très bien. Alors, pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai que les questions, elles sont souvent autour de… les questions qu'on avait sur les obligations, c'était souvent autour de… Et quand les taux vont remonter, et quand les taux vont remonter, et quand les taux vont remonter. Bon, alors là, c'est vrai qu'on a un peu moins cette question parce que là, en termes de hausse de taux, on a été plus que servi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un mix de questions. Alors, je vais y répondre au sens large entre les taux ont monté, est-ce que c'est le moment d'y aller, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de performance. Déjà, Kevin a expliqué une chose qui est très claire, c'est que les taux actuariels des fonds aujourd'hui, que ce soit euro stratégique, euro crédit opportunité, quand on a des taux actuariels entre 6 et 8, ça vous donne un matelas quand même qui est très confortable pour accepter effectivement éventuellement une hausse de taux complémentaire, mais surtout, ça nous projette dans une séquence de temps qui est plutôt longue et qui devrait être plutôt confortable. Donc ça, c'est une première réponse à la question. Une autre réponse à la question, c'est qu'on a beaucoup d'appels entrants aujourd'hui sur la classe d'actifs du crédit, parce que tous les gens qui réfléchissaient à se repositionner à un moment donné et qui cherchaient une séquence, en tout cas propice au repositionnement, là aujourd'hui, entre écartement de spread, hausse des taux souverains, et surtout très violente hausse des taux souverains et violent écartement de spread, on a des composantes du marché du crédit en euros qui semblent de très bonne qualité, en tout cas sur les 24, 36 prochains mois. On peut imaginer que la séquence va être longue, elle va être bonne pour le crédit. Alors après, est-ce qu'il faut attendre un peu en élection, est-ce qu'il faut attendre un peu? Bon, trouver le timing opportun, idéal, c'est un exercice de style qui est à peu près impossible. Et si on cherche le timing opportun absolu, on ne le trouvera jamais. Donc, mais il est évident qu'acheter des obliges aujourd'hui, en juin 2020, versus ce qu'on pouvait faire en juin 2022, versus ce qu'on pouvait faire en janvier 2022, évidemment que la composante crédit aujourd'hui, elle a beaucoup de sens et on voit bien, ne serait-ce que quand on compare avec les actifs sans risque, que sont fonds en euros, compte à terme, à la fois pour la trésorerie d'entreprise ou pour des relais de performance au fonds en euros, on voit bien qu'il y a une opportunité quand même qui est plutôt intéressante pour aller chercher de la rémunération pour les clients finaux. Pour vous donner quelques exemples, on n'en a pas donné aujourd'hui, mais une BNP 4 ans aujourd'hui, ça rémunère autour de 4. Une Renault 4 ans, ça rémunère autour de 6. Une Forestia, pour rester dans le même domaine, une Forestia 4 ans, ça rémunère entre 6,5 et 7. Donc, on est dans des niveaux de rémunération qui sont totalement confortables. Si on avait pensé ça fin 2021, on était très loin du compte. Donc, aujourd'hui, oui, rentrer sur le crédit, ça a du sens. Est-ce que ça peut encore chahuter? Oui, la réponse, c'est oui, ça peut encore un peu chahuter, mais avec un matelas d'actuariel entre 6 et 8, on peut être quand même totalement confortable. On devrait être quand même relativement à l'aise avec tout ça. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse qui est plutôt très important. Alors, on a aussi une question sur les fonds en euros. Alors là, c'est une question absolue. Aujourd'hui, un fonds en euros, ça rémunère autour de 1. Pour vous donner quelques repères, en l'espace de 6 mois, depuis le début de l'année, les assureurs ont grignoté 100% des plus-values latentes qu'ils avaient constituées depuis maintenant 6 ou 7 ans avec la baisse des taux. Et alors, j'ai envie de dire, merci Solvency 2, parce qu'au bout du compte, s'il n'y avait pas eu Solvency 2 aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a quelques assureurs qui seraient en très grande difficulté. Mais le fait d'avoir eu des plus-values latentes qu'ils ne pouvaient pas distribuer, et tant mieux, parce que dans un scénario de hausse de taux, ça paraît été suicidaire,
on a une vision pour le coup qui est plutôt confortable. Alors, sauf que évidemment, c'est sûr qu'un fonds en euros à 1 aujourd'hui, on a vu de l'inertie à la baisse des fonds en euros avec la baisse des taux. C'est-à-dire que les fonds en euros ont baissé moins fort que les taux ont baissé, donc il y avait toujours un écart de rémunération entre le souverain et les fonds en euros. Cette inertie qu'on a eu à la baisse, on va l'avoir de facto aussi à la hausse. C'est-à-dire que la hausse des taux, avant qu'elle se matérialise à l'intérieur des fonds en euros, ça va être très très long. Donc aujourd'hui, on a un écart de rémunération entre le crédit européen et les fonds en euros qui s'écarte de plus en plus. C'est-à-dire qu'un taux actuariel, allez, autour de 6 pour les fonds les plus prudents, versus un fonds en euros qui rémunère 1, il y a un différentiel de rémunération qui est quand même très important. Et pour ceux qui se posaient des questions à un moment donné, est-ce qu'il faut à un moment donné arbitrer le fonds en euros pour faire autre chose? En tout cas, sur cette séquence du crédit qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut mener véritablement. Et puis après, on peut aussi sur le crédit, comme on l'a fait sur tout un tas d'autres classes d'actifs, rentrer de façon programmée. Voilà, c'est pas interdit. C'est-à-dire que commencer à initier des positions aujourd'hui sur un semi-euro crédit opportunité et puis investir tous les mois ou tous les 3 mois sur cette classe d'actifs au travers de versements programmés, alors là, pour le coup, ça me semble totalement opportun pour être un relais de performance au fonds en euros. Et ça, c'est quand même un élément qui est plutôt très, très important. Clairement, en tout cas, quand on voit les questions que nous posent quelques petits instituts aujourd'hui, c'est-à-dire les petites mutuelles, les petites caisses de retraite, des grosses trésoreries d'entreprise avec lesquelles on travaille, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est voilà, combien on remet d'argent pour bénéficier effectivement de cette séquence qui va être très bonne sur le crédit européen. On l'attendait depuis très longtemps, cette séquence. C'est vrai que nous, depuis maintenant juillet 2021, comme l'a très bien dit Kevin tout à l'heure, on disait attendez, prenons notre temps, on n'est pas pressé. Il va y avoir des choses sur le marché qui vont nous permettre d'avoir des points d'entrée qui seront plus intéressants. Bon, là, aujourd'hui, est-ce que c'est le point d'entrée idéal? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, ne pas regarder le crédit aujourd'hui, c'est un sacré biais vu les taux actuariels qu'on a en portefeuille et vu le niveau de risque pris sur des signatures, on l'a vu tout à l'heure. On a des portefeuilles qui ont des signatures de plus en plus confortables avec de plus en plus de rémunération. Si un jour on nous avait dit qu'on allait, entre guillemets, vous dire vous allez prendre un peu moins de risques qu'avant, mais pour aller chercher plus de rémunération, on aurait été ravis de pouvoir dire ce genre de choses. Donc globalement, il y a un univers global qui est plutôt propice par rapport à cela. Et pour s'exonérer du timing, c'est sûr que rentrer en plusieurs fois, c'est une excellente idée. Voilà, est-ce qu'il y aura un timing absolu? On n'en sait rien, bien évidemment, ce serait trop simple. Mais en tout cas, ce marché du crédit nous semble avoir beaucoup, beaucoup de sens. Et puis j'ai aussi une question alors, qui est un peu connexe sur Sony Patrimoine 2.0, quelqu'un qui nous dit est-ce qu'il est important de se positionner alors que la perf a été excellente? Sur ce type de fonds-là, chaque jour, on remet le métier sur l'établi. Donc, c'est pas un fonds d'allocation d'actifs, c'est pas un fonds où on est juste long, on peut être short, on peut faire plein d'autres choses à l'intérieur. Donc, il n'y a pas vraiment de timing. L'intérêt de ce type de fonds-là, de fonds global macro, c'est que contrairement à des actifs, entre guillemets, directionnels comme les actions ou le crédit, là, pour le coup, on a des actifs non directionnels. Donc là, on prend un risque gérant et pas un risque marché. Donc, bien évidemment, dans une allocation d'actifs, d'avoir des fonds de ce type-là, global macro, qui peuvent être non directionnels, ça a beaucoup de sens. On voit la séquence de pertes de patrimoine. L'année dernière, 6,7. Bon, ok, c'est une performance qui est tout à fait honorable, mais c'est pas dans ces années-là où on a besoin de ce type de fonds-là. En revanche, 8,90 en 2022, oui, ça se voit un peu plus. Parce que là, pour le coup, dans des moments compliqués ou dans des marchés compliqués, la décorrélation, elle a beaucoup de sens. En 2021, tout est corrélé dans le même sens. Donc, vous achetez du crédit ou des actions, ça fonctionne. Là, en 2022, c'est un peu plus complexe et c'est là où ces stratégies-là sont totalement cohérentes dans une allocation globale avec d'autres types de véhicules d'investissement qui sont plutôt uniquement directionnels. Mais après, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, on peut être directionnel, mais malgré tout être actif. Et c'est ce qu'on fait sur Sony Euro Crédit Opportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas une gestion passive. On n'est pas, comme on l'a pu le faire historiquement, de dire j'achète une oblique pour le moment qu'elle procure, je porte et on verra ce qui se passe. Ça, on le fait sur les fonds datés. Et d'ailleurs, on vous parlera de Sony Opportunity 2025 quand il sera lancé dans les quelques jours à venir. In fine, à l'intérieur d'un Sony Euro Crédit Opportunité ou d'un euro stratégique, on a une gestion qui est quand même bien plus active. Et c'est quand même opportun aujourd'hui d'avoir une gestion plus active qu'une gestion passive qu'on avait pu faire par le passé où le taux nous portait. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à raconter. Et il nous semble que cet univers-là est plutôt très propice. Alors, est-ce que j'ai répondu à tout? J'en sais rien. Ça devrait à peu près. S'il y a des gens à qui je n'ai pas répondu, je suis désolé. Vous n'hésitez pas à nous appeler ou à appeler Blaise voilà, pour avoir plus d'explications sur les différents éléments qu'on vous a donnés. Voilà. Écoutez, merci. On a été un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. Et puis, un petit problème technique sur la présentation, l'affichage. Désolé aussi, mais petit souci d'ordi ce matin où l'affichage ne veut pas se mettre correctement. Donc, en tout cas, cette présentation va vous être à tous envoyée. Ça répond aussi à une question. Donc, et puis, si vous avez des questions ou des interrogations, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, on peut, avec Kevin, refaire des points à tout moment. En tout cas, voilà, cette classe d'actifs du crédit, elle reverdit largement. Et donc, je pense que c'est une bonne idée dans les semaines et mois à venir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Passez à tous un bon week-end et on vous dit
À très bientôt. Merci à tous.